On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Karim Yayaoui, chroniqueur international à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. Au sommaire, pas de plan finalisé à ce stade sur la question des territoires. Face à Volodymyr Zelensky de passage à Paris, Emmanuel Macron cherche à rassurer les Ukrainiens à la veille du déplacement à Moscou de l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, qu'on dit très proche des Russes. Et puis, longtemps exploité par la France, l'uranium nigérien, désormais offert aux plus offrants, peut-être à la Russie. Les spéculations vont bon train alors que Niamey annonce mettre sur le marché cet uranium. C'est tout de suite, on va plus loin. Volodymyr Zelensky était donc à Paris pour la 10e fois depuis le début de la guerre. La France qui s'affiche au passage comme l'un des principaux, sinon le principal allié de l'Ukraine, au moment où le pouvoir à Kiev vacille, entaché par la corruption et mis chaque jour davantage sous pression par la Russie qui multiplie les attaques aériennes. Alors que Steve Witkoff présentera lui demain à Vladimir Poutine les propositions américaines pour arrêter la guerre, que sait-on? Ce soir, avons-nous davantage d'éléments sur l'état des négociations? Pas vraiment, sinon qu'il n'y a pas à ce stade de plan finalisé, du moins sur l'épineuse question des territoires. Écoutez Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. On vit des jours particuliers et la situation peut évoluer à tout moment. Hier, il y a eu des discussions de la délégation ukrainienne aux États-Unis. Demain, le représentant du président américain se rendra en Russie. Nous essayons de toutes nos forces de mettre fin à cette guerre. Il faut y mettre fin dignement. Et si tout le monde travaille dans ce sens, activement, mais aussi honnêtement, pour la paix, pour des garanties de sécurité, alors nous arriverons à nos fins. Pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi, j'en suis sûr, pour les États-Unis et pour l'intérêt supérieur du monde libre, de la démocratie. Direction Kiev où l'on retrouve Gulliver Crack pour France 24. On reste un peu sur notre faim, Gulliver. Est-ce parce qu'on ne croit pas vraiment côté ukrainien à une quelconque avancée de la part de la Russie ? Oui, l'impression en Ukraine, c'est vraiment que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Emmanuel Macron l'a dit, il n'a donné aucun signe et le président russe n'a même pas accepté un cessez-le-feu partiel. Et puis rappelons-nous, quand ce plan en 28 points qui était tellement favorable à la Russie a été publié ou fuité aux médias, la réaction de Vladimir Poutine a été de dire que c'était un bon début, sous-entendant qu'il voudrait que ça aille encore plus dans le sens de ce que voudrait la Russie. Alors si les négociations avec les Américains, comme l'affirment les Ukrainiens, sont allées plutôt dans le sens de prendre en compte des demandes de Kiev, il y a toutes les raisons de penser que cela ne satisfera pas Vladimir Poutine. Et même si le plan en 28 points avait été présenté dans l'État et accepté par les Ukrainiens, il y a 3 jours à Bichkek, Vladimir Poutine a encore une fois questionné la légitimité de Volodymyr Zelensky en tant que président de l'Ukraine parce qu'il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre et son mandat devait se terminer au bout de 5 ans, ce qui laisse entendre qu'il ne signerait pas un quelconque document avec le président ukrainien. Alors avec qui pourrait-il signer un accord de paix? Et puis, de manière un peu plus sinistre, d'autres montrent et argumentent qu'en Russie, il y a une militarisation de la société qui va jusque dans les écoles primaires. Le pays est vraiment sur un pied de guerre. L'économie est absolument sur un pied de guerre et elle a subi des pertes absolument énormes, des dizaines
des milliers de soldats sont morts. Et il y a vraiment la question de est-ce que la Russie pourrait survivre, le régime de Vladimir Poutine, je devrais dire, pourrait survivre à une paix qui ne serait pas une victoire absolument totale pour la Russie. Beaucoup pensent que c'est juste impensable en fait pour le maître du Kremlin en ce moment. Et même sans penser cela, il y a évidemment aussi le constat qu'en ce moment la Russie avance sur le champ de bataille, n'a pas vraiment intérêt à négocier une paix alors que ses troupes ont vraiment l'avantage en ce moment sur le champ de bataille. Et en revanche, il a clairement tout avantage à jouer la montre, à faire semblant de participer un tant soit peu à un processus de paix pour éviter le durcissement des sanctions. La Russie, dites-vous Gulliver, avance sur le champ de bataille. C'est effectivement ce que montrent les chiffres de l'Institut américain pour l'étude de la guerre en ce 1er décembre. Absolument, les chiffres pour le mois de novembre montrent que la Russie a pris 2 fois plus de territoire pendant le mois de novembre que pendant les mois d'octobre et septembre avant. 505 km² de territoire ukrainien nouvellement occupé par les Russes au mois de novembre. Il faut noter que 40% des territoires qui ont été nouvellement pris n'étaient pas dans le Donbass, qui est la zone prioritaire pour les forces de Vladimir Poutine, mais bien dans la région des Zaporizhzhia, autour de la ville de Hulaypole, où visiblement les Russes ont pu avancer assez rapidement parce que les Ukrainiens avaient redéployé des forces qui étaient dans ce secteur vers la région de Donbass et notamment la ville de Pokrovsk pour mieux défendre ce secteur-là. On voit bien qu'en manque d'effectifs, les Russes sont capables de profiter au moment où des trous apparaissent. Merci Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24. Niagale Bagayoko, on le voit, la dynamique n'est pas en faveur de l'Ukraine. Ça incite la Russie à conclure un accord ou bien au contraire à poursuivre la guerre? Non, à poursuivre la guerre tout en étant consciente que c'est aussi sur le plan diplomatique qu'elle pourra obtenir ce qu'elle entend gagner dans ce conflit. On voit très bien aujourd'hui que à ces gains territoriaux assez récents s'ajoute la façon dont, de manière assez habile, la Russie a fait valoir ses prétentions territoriales, puisque quand même dans le plan en 28 points, le fameux, il y a l'idée que des territoires, des portions de territoires non encore conquises par la Russie, lui seraient accordées. Et en réalité, l'Ukraine se rapproche de la situation où elle devrait accepter de facto une mise sous administration russe, tout en essayant de négocier que cela ne soit pas reconnu de jure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de reconnaissance juridique internationale. Donc ce serait une victoire de la Russie, mais effectivement, les victoires militaires incitent sans doute la Russie à vouloir aller plus loin, c'est-à-dire à avoir une reconnaissance internationale de sa victoire en réalité. Oui, Vladimir Poutine n'est pas incité, quoi que lui dira Steve Witkoff demain, à signer un éventuel accord, même la version qu'avait rendue publique Donald Trump? Même la version qu'avait rendue publique Donald Trump, c'est 28 points qui étaient extrêmement favorables à la Russie, tout simplement parce que eh bien, la Russie a domine largement la situation sur le terrain. On a évoqué ces territoires conquis, les plus importants territoires conquis depuis 1 an. Il faut tout de même tempérer ça parce que en réalité, quand on regarde une carte, on voit très bien que c'est kilomètre par kilomètre et que aujourd'hui la Russie maîtrise à peu près 19,3% du territoire ukrainien. Et c'était à peu près le chiffre, c'était à peu près le même chiffre il y a quelques mois. Donc c'est vrai qu'il y a des avancées. La ville de Pokrovsk n'est toujours pas tombée, mais c'est vrai que du côté russe, on a une économie qui est mise quasiment à 100% à contribution et surtout, on ne compte pas les pertes humaines. Parce que si on s'arrête un instant sur le nombre de morts qu'il a fallu à la Russie pour conquérir quelques kilomètres carrés, c'est tout simplement faramineux. Et ça, pour Vladimir Poutine, ce n'est pas un élément qui entre en jeu, puisque ça a toujours été la stratégie de la Russie depuis le début. Et donc, il n'y a pas forcément d'urgence à arriver à la paix aujourd'hui, parce qu'il faudrait d'abord une victoire militaire pour, en quelque sorte, concrétiser une victoire politique qu'il pourrait présenter au peuple russe. Alors pourtant, Donald Trump, oui, s'est dit optimiste sur un éventuel accord de paix. Hier, écoutez-le. Ukraine's got some
L'Ukraine a des petits problèmes. Ils ont quelques difficultés. Mais je pense que l'Ukraine aimerait voir la guerre se terminer. Il y a une situation de corruption en cours et ça n'aide pas. Mais je pense qu'il y a une bonne chance de conclure un accord. Discussion au coin du feu, hein, mais dans l'avion présidentiel. Que va faire demain Steve Witkoff à Moscou? D'après vous, Niagale Bagayoko, les États-Unis ont-ils intégré les lignes rouges des Ukrainiens et des Européens, comme le laisse entendre aujourd'hui le négociateur ukrainien Roustem Umerov, qui fait état, lui, de progrès significatifs sur ce plan américain? Alors, il est difficile de savoir ce qui s'est dit lors de la réunion dans la résidence même de Steve Witkoff, qui est un terrain de golf aussi, ce qui explique aussi son amitié avec le président américain. La question, en réalité, semble au-delà, pour moi, des intérêts matériels et économiques qu'on met souvent en avant, parce que certains avancent l'idée selon laquelle l'Ukraine serait prête à accorder un certain nombre d'avantages aux États-Unis. Mais je pense que la proximité de Steve Witkoff avec Vladimir Poutine, dont a fait état la presse, enfin en tout cas les médias américains, elle reflète aussi une proximité idéologique de plus en plus évidente, de plus en plus assumée de Donald Trump et de son entourage avec la Russie. Il y a une proximité dans la vision sociétale, une proximité dans la vision de l'ordre intérieur et dans la vision enfin de l'ordre international, avec cette idée que des hégémones régionaux ou universels d'ailleurs pourraient exercer leur prédominance sur un précaré. On le voit aussi, on voit le pendant avec le Golfe des Amériques ou l'Amérique latine plus largement. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire ce qui est en train de se passer à la proximité avérée de négociateurs américains avec les autorités russes. Il y a quelque chose de beaucoup plus structurel selon moi. Karim Yaoui, Volodymyr Zelensky dit vouloir s'entretenir avec Donald Trump des questions clés du plan américain, les qualifiant d'assez difficiles, au risque de finir d'exaspérer le président américain? Alors, il y a parfois eu des tensions extrêmes entre les deux hommes. On se souvient d'une visite de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale particulièrement mouvementée, où Donald Trump lui avait expliqué qu'il n'avait pas les cartes et qu'il fallait qu'il cède s'il voulait espérer que l'Ukraine survive à cette attaque russe. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, mais clairement, Volodymyr Zelensky prend beaucoup plus de pincettes avec le président américain. Alors quand il parle d'un certain nombre de dossiers difficiles, on comprend bien qu'il veut évoquer les territoires que les Russes veulent intégrer dans la Russie, même des territoires qui sont encore sous contrôle ukrainien. C'est une posture qu'il est obligé d'adopter aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il est venu rencontrer Emmanuel Macron, une visite qui n'était pas forcément prévue. C'est une visite qui a été organisée un peu à la hâte pour, en quelque sorte, créer une situation où on veut faire passer le message que tout n'est pas en train de se jouer en Floride. Il y a quand même les Européens, il y a quand même les Ukrainiens, mais on sent bien que c'est une posture difficile. D'ailleurs, à l'issue de cette visite, il n'est pas sorti grand-chose, si ce n'est la réaffirmation d'un certain nombre de choses clés aux yeux des Européens et aux yeux des Français comme des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets doivent relever de l'Europe, doivent relever de l'Ukraine, mais on sent bien et cette journée d'aujourd'hui en est un petit peu la démonstration que la multiplication des rencontres qui ne sont pas finalement directes, d'un côté les Américains qui rencontrent les Ukrainiens, les Américains qui rencontrent les Russes, la rencontre des ministres de la Défense, différents formats dans tous les sens, mais à aucun moment finalement on a un moment qui pourrait permettre que tout le monde puisse se rassembler autour de la table. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Emmanuel Macron explique qu'il n'y a pas de plan de paix. Alors, interrogé sur le scandale de corruption et les démissions autour de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, on lui a dit refuser de donner des leçons à l'Ukraine. A-t-il raison, Niagale Bagayoko, de se présenter à ce point en allié indéfectible du président ukrainien? Alors d'abord, il y a comme toujours le problème du deux poids, deux mesures. Pourquoi donner des leçons
à certains et l'assumer et ne pas se priver de le faire et considérer que l'Ukraine en est exempté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron prend de risques réels en s'affichant de manière aussi indéfectible, mais aussi inattendue finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que la position d'Emmanuel Macron au début du conflit n'était absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il était davantage favorable à une discussion avec la Russie, à la prise en considération des intérêts de la Russie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul, c'est aussi le cas de Keir Starmer en Angleterre, c'est aussi le cas d'Ursula von der Leyen, lie d'une manière assez dangereuse, périlleuse selon moi, leur avenir à celui de Volodymyr Zelensky, parce qu'il s'engage d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue politique, puisque ces questions deviennent aussi une question de politique intérieure. On voit très bien que les opinions publiques dans les différents pays, même si elles restent majoritairement, notamment en France, favorables à l'Ukraine, ne sont pas non plus prêtes à un engagement significatif, en tout cas vital, auprès du président ukrainien. Et effectivement, les scandales de corruption n'aident pas à favoriser une telle prise de position. Emmanuel Macron, réélu en 2022 en pleine guerre d'Ukraine, plein début de la guerre d'Ukraine. À l'époque, on l'avait attribué en partie au contexte international. A-t-il reçu mandat pour adopter aujourd'hui cette position et fait-elle consensus en France, Karim Yayaoui? Alors, consensus en France, très probablement pas. On a vu pas mal de réactions, notamment dans les partis politiques en France, lorsqu'il a été évoqué l'hypothèse que de jeunes Français aillent mourir pour l'Ukraine. C'est vrai que ça ne fait pas consensus, mais vous l'avez dit, Emmanuel Macron a été élu en 2022 avec le déclenchement de la guerre. C'est la 10e visite de Volodymyr Zelensky en France et il y a une relation particulière qui s'est construite entre les deux hommes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'aspect corruption, on entend revenir cette petite musique, bon, côté russe c'est évident, mais aussi côté américain ces derniers jours, sur le fait qu'il faudrait écarter Volodymyr Zelensky de l'avenir de l'Ukraine pour parvenir à la paix. Ça, Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler parce que finalement, écarter Volodymyr Zelensky, ça serait peut-être ouvrir le chemin à une fausse paix qui serait en réalité une capitulation. Ensuite, il a appuyé sur un point qui a été largement repris par les Européens, c'est que finalement, le fait qu'on ait écarté le bras droit de Volodymyr Zelensky, c'était au contraire la preuve que l'Ukraine avait progressé dans la lutte contre la corruption, puisqu'un homme aussi puissant que le bras droit du président a pu être écarté. Donc Emmanuel Macron, c'est vrai, prend des risques, mais est-ce qu'il a vraiment le choix ? Eh oui, on va en rester sur cette question, effectivement. On peut être un début de réponse demain, puisque Steve Witkoff, l'émissaire américain, rencontrera Vladimir Poutine à Moscou. On en saura peut-être plus sur l'état exact du fameux plan de paix proposé à l'origine par les États-Unis au moment où nous parlons. On en vient à cette nouvelle prise de distance d'un État du Sahel envers la France. Le Niger entend désormais vendre son uranium au plus offrant. Exploité jusque-là par le géant français du nucléaire Orano via sa filiale nigérienne, jusqu'à la nationalisation, c'était en décembre dernier, par les autorités de Niamey. Julien Dubois. Dans les sous-sols du Niger, c'est un élément convoité. L'uranium, une ressource naturelle source de tension entre l'État du Niger et le groupe français Orano. Jusqu'en 2024, Orano détenait majoritairement la société des mines de l'Aïr, la Somaïr. Le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2023 a souhaité s'approprier l'exploitation des mines d'uranium. Une décision symbolique de la dégradation des relations entre les deux pays. Le régime du Niger annonçait en juin dernier la nationalisation de la Somaïr, inacceptable pour Orano qui a engagé des démarches en justice. Le tribunal saisi a ordonné à l'État du Niger de ne pas vendre l'uranium produit par la Somaïr, ni de le céder ou de faciliter le transfert de la production. Le site en question compterait 1300 tonnes de concentré d'uranium, représentant une valeur marchande de 250 millions d'euros. C'est dans ce contexte que le Niger a annoncé hier mettre sur le marché international l'uranium produit par la Somaïr, souhaitant se tourner vers d'autres partenaires. Il y a quelques jours, le journal Le Monde confirmait une information de journalistes ouest-africains. Un convoi transportant 1000 tonnes d'uranium serait récemment parti d'Arlit
où se situe le site de la Somaïr, pour atteindre le port de Lomé au Togo. Le groupe Orano condamne ce convoi et assure ne pas en être à l'initiative. Selon des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement Euratom, le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel. Négalé Bagayoko, on soupçonne le Niger de vouloir commercer avec la Russie et ce convoi précisément qui a quitté la mine d'Arlit, eh bien beaucoup imaginent que sa destination finale, c'est le territoire russe. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement la Russie, qui est présentée comme l'un des clients potentiels, mais il y a aussi l'Iran. Les relations diplomatiques se sont beaucoup développées, approfondies depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani en 2023. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, cette cargaison serait arriver au Togo, mais pour y arriver, donc il n'y a pas de frontière, hein, les deux pays ne sont pas contigus. Oui. Il a dû passer par le Burkina Faso, manifestement, ce qui témoigne de la solidarité entre les pays de ce qu'on appelle désormais l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, qui sont effectivement très proches de la Russie, ce qui, à mon avis, favorise cette hypothèse. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la façon dont il y a une volonté souverainiste d'affirmer le contrôle de l'État du Niger sur les ressources naturelles. C'est une tendance qu'on voit partout sur le continent africain, sur l'or par exemple au Mali ou même en RDC. Et c'est au nom du peuple. Hein, le discours est extrêmement construit pour justifier ce qui apparaît aussi comme une violation des dispositions internationales, puisque, en effet, cet acheminement se fait en violation de la décision d'un tribunal qui avait été saisi par Orano. Tout à fait, et qui avait donné raison, effectivement. Et qui avait donné raison à Orano dans sa décision d'arbitrage. Karim Yaoui, ce réalignement politique du Niger favorise la dissémination quand on sait à quel point l'uranium est un élément stratégique de combustible nucléaire. C'est vrai que c'est un élément stratégique, mais il faut rappeler que l'uranium, c'est un composant, en tout cas un élément extrêmement présent sur la planète et qu'il y a énormément de chemins, de trajectoires pour se fournir de l'uranium. Alors, il y a évidemment ce danger de la dissémination. On a parlé de la possibilité que cet uranium puisse aller en Iran, mais on sait aussi que cette cargaison est suivie par des satellites. On a pu savoir qu'elle était arrivée du côté du port de Lomé, un port de Lomé où depuis un mois environ les Russes sont présents puisqu'il y a eu un accord entre les deux pays. Et puis les Iraniens ont l'habitude aussi d'utiliser des chemins de traverse beaucoup plus discrets que cela. Et c'est ce qui fait penser qu'il y ait de très fortes chances que ce soit plutôt à destination de la Russie. D'autant plus que cet uranium se présente sous la forme de yellow cake. C'est une poudre jaune qui est de l'uranium concentré, mais pas encore de l'uranium enrichi. Et finalement, il y a assez peu d'usines à travers le monde qui sont en capacité de transformer ce yellow cake. Il y a le Canada, c'est peu probable, ils ont largement de quoi faire. Ils se fournissent au Kazakhstan. Il y a les Américains qui ont aussi des contrats avec le Kazakhstan et le Canada. La Chine qui a l'équivalent de 10 années d'activité nucléaire en stock. Et puis il reste l'Iran et la Russie qui sont les deux hypothèses qu'on a évoquées tout à l'heure. L'Iran, étant donné la prudence qui est de mise, notamment depuis que Américains et Israéliens ont frappé au cœur du pays, eh bien, c'est peut-être la Russie. La Russie aussi peut-être parce qu'elle était le client privilégié du Kazakhstan et que c'est la Chine qui est devenue le principal client du Kazakhstan. Tout ça laisse envisager que cet uranium, finalement, qui était la propriété d'une entreprise française, se retrouve peut-être bientôt en Russie. Ça risque d'affaiblir la filière française du nucléaire. 80% de l'électricité en France, il faut le dire, est dérivée du nucléaire. Il y a des alternatives, on évoquait le Kazakhstan à l'instant. Alors,
La production d'Orano, de toute façon, y compris avant la prise de pouvoir des militaires, donc encore sous le régime du président Bazoum, était d'ores et déjà réduite. Il y avait eu une réorientation de la filière vers effectivement l'Asie centrale, et le Niger n'y était plus central. Donc je ne pense pas que cela compromette d'une certaine façon l'accès français ou des Français à l'énergie nucléaire. Pour moi, c'est plutôt un enjeu diplomatique en réalité qui confirme en effet la dégradation extrêmement sans appel des relations entre la France et le Niger, et aussi quand même la perte d'un montant considérable, parce que c'est 1300 tonnes qui sont actuellement acheminées, s'élève à peu près une valeur de 250 millions d'euros quand même, ce qui est considérable. C'est la vengeance de la Russie aux avoirs russes détenus en Europe, et que la France aimerait bien d'ailleurs voir employer pour acheter des armes et pour armer l'Ukraine. Avec les plus grandes difficultés, puisque la Belgique freine des cas de fer, ayant peur de représailles russes si cet argent qui est dans un établissement financier en Belgique était amené à être utilisé pour aider finalement l'effort de guerre ukrainien. C'est vrai que c'est un petit peu une petite vengeance russe, sans doute pas préméditée, puisqu'ils sont dans une totale posture de prédation à l'égard d'un certain nombre de pays d'Afrique, et finalement qu'ils profitent de cette situation politique extrêmement défavorable à la France. Et vous avez raison de souligner à quel point c'est la dimension diplomatique qui est importante, parce que la France a 10 ans à peu près de réserve de matériel nucléaire pour alimenter ses centrales nucléaires. Mais clairement, ça marque un tournant, puisque cette société qui était autrefois Areva était tout de même présente au Niger depuis 1971. Merci beaucoup. Niagale Bagayoko, Karim Yayaoui, on va plus loin, c'est terminé. L'essentiel reprend dans un instant. On évoquera notamment ces exécutions extrajudiciaires qui sont reprochées aujourd'hui au secrétaire à la défense américain Pete Hegseth en mer des Caraïbes. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Je suis Yen Ali, la correspondante de France 24 à Pékin. Retrouvez-moi dans nos journaux et nos émissions pour vous raconter toute l'actualité politique ici en Chine et en Corée du Nord. Yen Ali, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.